Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploie des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Vendredi 2 mars, le plaisir de vous retrouver, l'équipe B qui vous donne rendez-vous. Vous êtes chez les GG, 3 possibilités pour réagir à nos sujets. GG au 8037 ou vous faites le 657 39 13 13 ou vous allez sur notre site internet www.espacefmguinée.info. Ça se passe aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, hashtag Espace GG. Vous êtes du côté de Cancan, vous nous recevez sur place, vous nous écoutez à la radio sur 99 modulation de fréquence, 99.7 dans le Fouta, mais aussi dans tout le Kakandé. Du côté de Nzérékoré, c'est Zali FM Liberté qui relaie cette émission à Kindia. C'est Kania Zik, notre média partenaire qui s'y colle. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Elle a eu une négociation SLEG gouvernement. Cette question, faut-il parler d'échec? Tout porte à le croire. En effet, au terme de la deuxième journée, au compte de ces négociations, les deux parties ont dû se quitter en queue de poisson sans parvenir à des avancées sur l'épineuse question du paiement intégral avec effet rétroactif des 40% du point d'indice salarial exigé et réclamé à corps et à cri par les enseignants. Le SLEG qui fait de la satisfaction complète et entière de ce point un préalable non négociable. Pour l'heure, pas de nouveau rendez-vous décalé pour la suite de ces négociations. Sur quoi bute celle-ci? On pose la question ce matin. Quelle perspective de parvenir à un accord? Une autre question donc qui taraude les esprits au sujet de ces négociations. Monsieur Oumar Tunkara, il est secrétaire général adjoint du SLEG. Il est le chef de la délégation du SLEG à ces négociations. Il est notre invité. Avec lui, on essaie de comprendre, de prendre donc la température de ces négociations. Merci de rejoindre l'équipe. Bonjour Mohamed Mama. Bonjour. Mafoudia Bangoura, bonjour. Bonjour Abakar, bonjour. Jacques Lewaleno, bonjour. Bonjour Abakar. Antoine Kourouma, bonjour. Bonjour. Merci donc de nous rejoindre encore une fois. Pour commencer Mohamed, sur quelques dossiers très rapidement, on va y aller. Prestations non payées d'un citoyen américain. Comment l'inexécution d'une décision de justice risque-t-elle de mettre à rude épreuve les caisses de l'État? Alors, je vais vous donner les montants rapidement avant les faits. Normalement, la créance se lève à 1,3 million et quelques de dollars. Mais pendant 22 ans de contentieux, l'État guinéen, si vous voulez, après des détournements avérés, parce que l'argent existait sur le compte de la BCRG, des Guinéens ont pompé cet argent, ils sont allés en procès, et puis finalement, la Cour suprême de notre pays, depuis 2013, a tranché le litige en faveur de ce citoyen américain d'origine ghanéenne, qui est même en Guinée depuis 4 ans. Aujourd'hui, il a 81 ans maintenant. Il n'a toujours pas son argent. Et aujourd'hui, le montant total de la créance s'élève en réalité à 8 680 000 dollars. Et si l'on continue à traîner des pas, ce montant continuera de gonfler avec le temps. Alors, je vous explique. Après la prise de pouvoir par l'armée guinéenne ici en 1984, donc, le colonel Lansana Conté à l'époque s'était engagé un peu dans la rénovation des camps militaires. C'est ainsi que le citoyen Paul Biwai Aduntu, donc qui est américain, d'origine ghanéenne, est venu visiter la Guinée et a décidé donc de mettre la Guinée au contact d'investisseurs américains. Lui, il est PDG de la société Citizen Investment. Donc, il est là actuellement depuis 4 ans d'ailleurs à Conakry. Donc, les investisseurs américains vont venir, ils vont commencer à rénover le camp. D'accord? Quel camp? Le camp Almami Samori Touré, donc situé en plein cœur de Kaloum. Alors, et donc, puisque lui, il était le démarcheur, si vous voulez, l'intermédiaire, il devait être payé à hauteur de 1 602 623 dollars américains par les Américains. C'était sa part. Ça rappelle un peu l'affaire Amidé. Exactement. Alors, le monsieur, donc, il devait recevoir son montant. Mais comme il n'était pas à Conakry, il avait des investissements au Libéria et dans d'autres pays, il a rencontré à l'époque l'ambassadeur de Guinée au Libéria, auquel il a demandé de le représenter ici. Et le monsieur, puisqu'il était en poste, va aussi lui présenter, cet ambassadeur à l'époque s'appelait monsieur Djibril Diakité. Alors, il lui présente un autre appelé Mamadou Sangari. Alors, ce Mamadou-là, Sangari, qui donc était en Guinée, vont recevoir à la date de
si vous voulez, du 22 août 1988 au cabinet même de la notaire maître Aminata Bari, que vous connaissez. Donc, ils vont recevoir mandat du citoyen américain de le représenter en Guinée. Alors, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe? On commence déjà à falsifier des dossiers, des documents en Guinée. Entre-temps, la BIAG, la banque donc qui avait reçu le million et demi de dollars, fait faillite. Donc, l'ensemble des liquidités disponibles sont reversées à la BCRG à l'époque sur un compte donc à la Banque centrale de la République de Guinée. Donc, dans ce milliard, ce 1,6 million de dollars américains qui devait revenir à M. Paul. Maintenant, lui, il est aux États-Unis, il apprend que le citoyen guinéen Mamadou Sangaré avait entre-temps prélevé près de 300 000 dollars sur ce montant avec la complicité de cadres guinéens à la BCRG. Or, le problème était déjà au tribunal parce qu'il va le dessaisir, il va annuler le mandat en 1993. Le mandat a été annulé également par acte notarié. Donc, normalement, les deux Guinéens ne devaient plus avoir accès au compte. Surtout d'ailleurs qu'il y avait le litige qui était pendant devant les tribunaux guinéens. Malgré donc le litige qui était pendant, curieusement, des cadres de la BCRG, et ça c'est aujourd'hui reconnu, notamment par une note technique que j'ai ici en main de la présidence de la République, on reconnaît effectivement que ce montant a existé et que le montant a été purement et simplement détourné par des cadres guinéens. Normalement, le monsieur devait recevoir son argent. Mais alors, il a été trimballé malgré cela dans tous les tribunaux. Tribunal de Kaloum, cour d'appel par 2 ou 3 fois, ils sont allés à la Cour suprême, ils sont revenus. Finalement, 22 ans de procès et en 2013, donc, la Cour suprême, par son arrêt numéro 19 du 11 décembre 2013, va donc trancher en faveur de M. Duntou. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non seulement le montant qui était sur les comptes de la BCRG, donc 1,3 million de dollars, doivent lui être restitués, mais aussi des pénalités. Des pénalités, justement. Ce qui porte aujourd'hui à 7 345 000 dollars. Donc aujourd'hui, que fait le régime? Alors le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que depuis depuis l'an 2013, j'ai ici plusieurs copies de lettres d'échange, notamment entre, si vous voulez, l'huissier de citoyens américains et la BCRG. Ils ont tout fait pour recouvrer leur argent. Dans un premier temps, donc, la présidente de la République donc, a été saisie et le président de la République donc, va aussi saisir son conseil spécial chargé des affaires juridiques, Maître Fofana, qui va étudier le dossier et va demander à la Banque centrale de lui faire, si vous voulez, un compte rendu. Dans son courrier réponse, le gouverneur, dans un premier temps, ne reconnaît même pas l'existence de ce montant. Alors, d'échange en échange, finalement, on reconnaît que le montant a existé, mais qu'il a été pompé par des Guinéens et que M. Sangaré l'avait reçu entre-temps. Et d'ailleurs, malheureusement, M. Sangaré est décédé 1 an après l'arrêt final de la Cour suprême. Le citoyen américain n'a pas son argent et on lui dit qu'il fallait qu'il vienne parce qu'il avait des représentants en Guinée qui sont venus, ses neveux qui sont venus du Ghana. Alors, la BCRG lui dit, s'il ne vient pas lui-même, parce que vu son âge avancé, les gens pensaient qu'il était décédé. On dit non, il faut qu'il vienne. Le monsieur est venu, il a fait 1 an dans un hôtel à Kaloum. Finalement, il a été expulsé de l'hôtel parce qu'il ne pouvait plus payer. Son passeport américain saisi par les tribunaux. Il vit ici, il végète, je dirais, du côté de Kiroti. Il a 81 ans et malade. Alors, que risque la Guinée? Alors, ce que la Guinée risque dans un tel dossier, surtout que la présence de la République dans toutes les notes techniques dont je dispose, reconnaît effectivement la créance. Le ministre conseil a même recommandé au chef de l'État de dégager dans un premier temps le montant principal, donc de la créance, et de négocier les pénalités, d'abord avec les avocats, mais aussi avec l'intéressé lui-même, pour que la Guinée paye moins que ces 8,5 millions de dollars aujourd'hui demandés. Bien. Le problème est que le gouverneur de la BCRG dit qu'il ne peut pas sortir cet argent, qu'il faut une autorisation express du chef de l'État, qui aussi tarde depuis 2015, qu'il a toutes ses notes techniques, se refuse de payer l'argent de monsieur. Et le problème aujourd'hui, c'est que cette affaire risque d'échapper à la Guinée et de se retrouver en arbitrage à l'international. Et dans ce cas-là, ça va coûter très cher
en Les nous grandes presse gueules. si l'on continue. Et malheureusement, est-ce qu'il faut attendre que ce monsieur décède à Conakry? Malheureusement, ici, on Voilà. n'a pas peur des procès à l'international. Voilà. On y est habitué. Maf, on s'intéresse à cet autre sujet d'actualité. Arrestation d'un citoyen nigérian en possession donc de la drogue à l'aéroport de Conakry. Le commissaire spécial Doumbouya entendu cette semaine. Et oui, c'est la nouveauté, mais déjà pour revenir sur les faits, vous vous rappelez, c'est Bassekou même qui a présenté ce dossier la semaine dernière, vendredi dernier. Qui a un chat dans sa gorge ce matin. Effectivement, donc c'est lui qui a eu à présenter ce dossier. Effectivement, nous sommes revenus de long en large sur ce dossier. Un Nigérian donc qui a été arrêté parce qu'il a eu le privilège de passer dans le salon VIP. Absolument. Et sur lui, on a saisi une importante quantité de drogue. Alors, ce qui a encore, si on veut étonner plus d'un, c'est de savoir comment ce Nigérian s'est retrouvé dans le bureau, au niveau du salon VIP. Et on a compris qu'il y avait une complicité. Et la personne directement qui était impliquée, c'était l'adjoint du commissaire spécial de l'aéroport. Son homme de main. C'est même pas son assistant, son homme de main. Spécial. Oui, Et parce qu'il n'est pas fonctionnaire. Rien. Et personne ne l'a posté là. Il travaille et agit au compte personnel du commissaire Doumbouya. Un bénévole, s'accorde à dire certains. Mm. Donc, un monsieur aujourd'hui qui est détenu à la maison centrale. Donc, hier, la dernière fois, lorsqu'on a fait le débat dans ce studio, c'était justement d'appeler à plus d'investigations pour qu'on ne s'arrête pas à ce simple monsieur. Et effectivement, mercredi, le commissaire spécial lui-même a été entendu. Et ce matin, on a pu joindre le colonel Kegboro Kamara qui l'a confirmé et qui nous dit que l'interrogatoire va se poursuivre justement. On va continuer à l'écouter et surtout que toutes les personnes qui sont impliquées dans cette affaire seront entendues. Il dit, on ne sait pas d'abord ce qui s'est réellement dit, il ne compte pas bien évidemment nous le dire et bien naturellement on le sait. Il le dit que pour des fins d'enquête, c'est pas pour le moment, ils nous diront ce qui a été dit, mais que ce qui est sûr, il nous promet qu'il va aller au bout de cette enquête. Et effectivement, ce n'est pas seulement le commissaire spécial, mais nous pouvons déjà saluer parce que je pense que dans ce studio la dernière fois, j'étais de ceux qui étaient pessimistes, qui ne croyaient pas que l'affaire allait aller aussi loin. Mais nous le restons. Je me réjouis parce qu'il ne suffit pas effectivement de l'écouter, il y a après prendre en compte ce qui a été dit et si effectivement la personne a quelque chose à voir avec ce transfert, justement aller jusqu'au bout, donc juger la personne et s'il y a des cadres derrière, aller au-delà. C'est vrai que la dernière fois Marat disait que c'était assez complexe, mais je pense qu'à un certain niveau il faut se permettre le minimum de responsabilité. Donc que ce monsieur soit entendu aujourd'hui, nous saluons l'acte et nous demandons à ce qu'il aille aussi loin que possible parce que ce qui s'est passé, je pense qu'à la limite c'est inadmissible. Absolument. Et savoir qu'aujourd'hui on a un monsieur, un commissaire spécial qui a donc un homme de main, qui se permet tout, qui n'est lié d'aucune manière au service, mais qui fait tout ce qu'il veut, qui se fait de l'argent, qui peut introduire qui il veut, où il veut dans l'aéroport. Je pense que c'est à la limite dangereux pour un pays dans un monde si risqué. Ce bonhomme, c'est un Bangoura. Il doit s'expliquer, il doit dénoncer la complicité. Il faut qu'on sache. Il tient son onction de qui? Et cela fait combien d'années que Bangoura est avec le commissaire de l'aéroport? Tout le monde le sait. Écoutez, les scandales à l'aéroport, les saisies de drogue à l'aéroport depuis au moins 2011 sont récurrentes. Mais jamais on est allé au bout des enquêtes. Moi, personnellement, je suis admiratif devant le courage quand même de colonel Kegboro qui ne recule jamais. Mais non, il faut reconnaître parce qu'il s'expose, il expose sa vie. Lutter contre les narcotrafiquants, je vous assure, vous mettez en danger la vie de tous ceux que vous aimez. C'est une réalité. Le problème, c'est que la chaîne est longue. Ça ne s'arrête pas à son niveau. Il y a le niveau judiciaire. Vous avez suivi ici, après, sous l'ère CNDD, le procès notamment des narcotrafiquants. Sous prétexte qu'il y avait des vices de forme, il y avait ceci, cela. Tout le monde voyait ça. Ça crevait les yeux, la culpabilité de certaines personnes dans cette affaire-là. Mais ce sont ces gens-là qui sont généralement les propriétaires des immeubles les plus beaux de la capitale guinéenne. C'est pourquoi je vous ai dit que la drogue, elle est légalisée au niveau des sphères les plus élevées. Absolument. Mais elle est interdite pour les gens d'en bas. Allez-y, Mafo, pour clore. Alors pour clore, c'est encore une fois important de saluer ce que Kegbora a fait et ce que nous souhaitons, c'est qu'il aille aussi loin que possible, parce qu'on ne va pas dire, même dans les pays les plus développés, c'est vrai, ils n'ont pas pu. C'est des pratiques auxquelles il est très 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 difficile de mettre fin, mais c'est important d'avoir une maîtrise sur le transfert, sur le marché d'un tel produit dans un pays, parce qu'après il y a assez de risques. On a la jeunesse et puis déjà
au-delà, moi, dans cette affaire, ce que je vois, c'est la facilité qu'il peut y avoir aujourd'hui au niveau de l'aéroport. Ouais. C'est quand même un bénévole qui n'a aucun engagement juridique avec le commissariat de l'aéroport, mais quand même là qui intervient et qui est entendu par tout le monde. Et c'est là que justement, au-delà, il faut que le commissaire, parce qu'on a quand même besoin d'assez de responsabilités. C'est par là que transitent beaucoup de gens. N'importe qui peut rentrer. Il rentre facilement dans le pays et faire ce qu'il veut dans le pays. Là, on ne parle même pas de drogue. On a le terrorisme aujourd'hui. Ouais. Assez de choses. Donc, je pense que à ce niveau, il faut qu'il y ait assez au-delà, peut-être des mythes de ses fonctions, d'accord, mais déjà qu'on nous dise ce qui se passe réellement, comment se présente le schéma, comment ça transite. En tout cas, la proximité entre ce bonhomme, ce Bangoura et le commissaire spécial, cette proximité, elle est troublante, Jacques Lewa. Mais je voulais de passage quand même saluer le travail de l'unité de ciblage de la douane, parce qu'il faut rappeler que c'est cette unité qui a plutôt donc procédé à cette arrestation et à la découverte de cette quantité de drogue que ce sujet nigérian avait ingurgité. Allez-y. Déjà, il faut le dire clairement, les douaniers détiennent parfois des informations que les hommes en tenue que nous voyons faire la parade ne disposent. Alors aujourd'hui, je crois la dernière fois, nous avions tous estimé ici qu'on aille beaucoup plus loin. Je crois, c'est vrai, on va judiciariser l'affaire, on va écouter le commissaire. Et celui qui est déjà en prison, lui, il est détenu. Mais le commissaire, lui, il est seulement écouté. Peut-être il revient faire son travail de plus en plus. Donc, de façon respectable, on l'écoute. Pourtant, il me semble, dans cette situation, c'est le plus grand suspect. C'est lui qui devrait être arrêté et automatiquement mis aux arrêts pour être dans les mêmes conditions que celui qui s'est exposé. Parce que celui qui s'est exposé, qui serait donc son homme de main, n'est qu'une marionnette. Derrière, il y a quelqu'un qui a manipulé les choses, qui a tout organisé. Et si c'est bien ce commissaire-là, je ne dis pas encore que c'est lui, c'est un suspect. Ouais. Donc c'est un suspect clé, il faut le prendre. C'est cela. C'est comme ça on peut montrer qu'il y a une volonté d'aller vers, si vous voulez, la manifestation de la vérité. Mais quand on le traite avec tout le respect possible, je pense que déjà on a commencé à douter. Bien. Maintenant, l'autre réflexion, c'est que c'est rappeler juste ce que nous avons dit. Ce n'est pas toutes ces communications-là qui vont permettre à ce que ça freine. Il faut une lutte sérieuse, il faut un mécanisme réel de lutte contre ce fléau, sinon ça ne prendra jamais fin. On dit que c'est complexe, c'est le cas, et il faut plus d'action. Allez-y, Antoine, pour en terminer. Pour répondre à la question de Jacques sur les raisons pour lesquelles le commissaire n'est juste qu'entendu et qu'il retourne au bureau, mais c'est très simple. Le commissaire Doumbouya est très ami au fils du chef de l'État. C'est l'homme intouchable à l'aéroport, on apprend. Ouais. On nous apprend que c'est monsieur pratiquement... Les grandes gueules. Je fais ce que je veux à l'aéroport de Conakry. Donc si pour une fois... Son cas avait été signalé au temps de Philippe Van Damme, qui avait fait un rapport sur lui pour demander qu'il quitte l'aéroport. Il ne rendait pas service à la nation à cet endroit. Nous apprenons de la bouche même d'officiers de police que ce commissaire spécial à l'aéroport se permet tout, il fait ce qu'il veut. Mais si pour une fois il est entendu dans une affaire de ce genre-là, j'estime que c'est une avancée assez notable. Tiegboro, nous ne sommes pas contre le fait qu'il mène des opérations. La seule chose qu'on lui a reproché, c'est le fait que souvent il est fait sans pour autant aller jusqu'au bout. Si pour une fois il prend l'engagement d'aller jusqu'au bout, je salue cette façon de faire et j'estime que c'est une avancée pour dissuader d'éventuels cas qui pourraient survenir à l'aéroport de Conakry. Et je l'encourage à aller plus loin et j'espère que, comme l'a dit Jacques Lewaleno, que le commissaire Doumbouya ne sera pas qu'entendu, qu'il sera mis dans les mêmes conditions que Bangoura, l'assistant soi-disant cerveau de la bande. Bien. Moussa Moïse, bonjour. Bonjour. Vous nous rejoignez, on revient sur la suite de vos dénonciations d'hier, port autonome de Conakry, vers un projet de convention entre la Guinée et une société turque. Les grandes gueules. Je passe ce matin. Apparemment, les lignes ont... Voilà, je passe ce matin parce que j'ai pu recouper les infos et je me suis donc rendu compte que la lettre qui a été lancée hier a vraiment fait un effet. Effectivement, il y a eu une réunion, disons, un peu secrète du côté de l'hôtel Noum entre des investisseurs turcs et des représentants du haut sommet de l'État, avec la présence, j'apprends, d'un certain conseiller du chef de l'État du nom de Dem. Et au cours de cette rencontre, il a été question essentiellement du port autonome de Conakry.
La crainte, donc, c'est que le port, au-delà de l'aspect terminal à conteneurs, puisse entièrement revenir. Donc, basculer dans les mains des Turcs, de ces investisseurs turcs. Le président turc est lui-même en offensive économique sur le continent africain. Et donc, ce qui fait que j'apprends, mes sources m'apprennent qu'il peut y avoir même du personnel importé depuis la Turquie, avec tout ce qui était fait en termes de prestations par des camionneurs guinéens et autres. Donc, les prestations, la sous-traitance à un certain niveau ne sera pas aussi élargie que ce à quoi nous assistons maintenant avec la gestion qui est confiée à Dame Awa Touré. Et donc, ces investisseurs sont là, et la réunion s'est tenue, et puis la rencontre, ces investisseurs sont situés du côté ils ont eu leur résidence du côté de Taouya, donc c'est pas vraiment... c'est pas de l'invention. C'est pas également une fausse information. Je dis ça juste pour qu'on ne soit pas surpris demain. Vous savez, très souvent, quand vous écoutez nos frères qui font les émissions en langue, ils vous disent qu'on peut tout vendre en Guinée ici. Je pense que je suis inquiet par rapport au port autonome de Conakry. Tout n'est pas rose, mais il y a quelques réformes qui ont été engagées. C'est bon de comprendre que c'est un patrimoine. On ne peut pas continuer à brader comme ça nos ressources. C'est pas possible. Oui, sans parler de tout ce que ça va créer comme ennui judiciaire à la Guinée. Mais effectivement, vous savez, j'ai pas besoin de rappeler toute la saga qui entourait le retrait de la convention des mains de jettement international pour être confié à Bolloré. Africa Eh Logistique. bien, c'est assez grave. Mais quand on parle du port, les gens ne comprennent pas. En Afrique, c'est 92% des exportations et des importations passent par voie maritime. 92%. En Guinée, essentiellement, tout ce qui se fait en termes d'importation et d'exportation, ça passe par le port autonome de Conakry. C'est beaucoup d'argent. Des grandes gueules. Il y a des Guinéens qui sont dans la sous-traitance qui vivent de ça. Donc la responsabilité première quand même de l'État, je pense, c'est de veiller à ce que le Guinéen aussi puisse en profiter. Mais le président, il ne peut pas gérer ça tout seul. Ça m'étonnerait que... Et puis ce qui est le ministre, parce qu'on apprend que le ministre des Transports, il n'est même pas au courant et qu'il est contre. Ce qui m'étonne, c'est que d'abord, mes sources bien introduites m'ont appris qu'il s'agissait d'abord d'une opération de charme envers les Chinois. Ensuite, on a compris peut-être que les Turcs sont plus... actuellement sont plus favorables à ce petit groupe d'oligarques qui veut aboutir à ce projet. Mais j'estime que tout compte fait, ceux qui sont au port autonome de Conakry, ceux qui gèrent le port autonome de Conakry, la direction, le département de tutelle et tout Guinéen doit quand même être assez attentif à tout ce qui se passe, parce que cette réunion s'est tenue. Je pense que ces personnes ont été appelées, selon mes sources, par le chef de l'État, qui aurait demandé à ce qu'une réunion puisse d'urgence se tenir à ce sujet-là. Mais ne vendons pas tout en Guinée. Ne vendons pas tout. C'est pas normal. Dossier d'enquête à suivre. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Saheli FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants.